Oui, Bonjour, Quentin. oui, ça va. Ça va bien et toi? Ça va, merci. Et vous allez bien? Ça va, c'est gentil. Les vacances se sont bien passées? Oui, ça s'est bien passé. Vous avez- Bon, tant mieux. Alors du coup, là c'est un nouveau chapitre, du coup c'est ça qu'on commence ensemble aujourd'hui. Oui, Tu as eu l'évaluation sur le chapitre précédent? oui. Ça s'est bien passé? Globalement, oui, mais pas trop sur les petits détails. Pas trop par rapport à quoi? En fait, je pense avoir 12, 13. C'est pour ça. Ok. Ou est-ce qu'il y a eu des choses que tu n'as pas su répondre correctement, tu penses? Tu Ah, sais ou c'est pas trop? non, pas trop. Pas trop. Bah, moi, ce que je te propose, c'est que si tu veux, quand tu auras le résultat, il va forcément vous rendre la copie, le prof. C'est de me faire une photo et si tu veux, on pourra regarder ensemble là où il y avait des petits problèmes, si tu veux qu'on revoie. Ou après, si tu veux pas, c'est pas grave, hein. Mais si tu veux qu'on regarde là où éventuellement il y avait des petites erreurs, on peut le faire ensemble, il n'y a pas de souci. Oui, ok, pas de problème. Ok. Bon, du coup, ce nouveau chapitre, vous l'avez commencé que cette semaine ou vous l'aviez déjà commencé un petit peu avant les vacances? On l'avait commencé avant les vacances. Ok, bon, tu vois, c'est un chapitre, enfin, moi je trouve que c'est pas hyper intéressant, c'est pas très concret sur enfin, la science de l'humain ou des choses comme ça, mais c'est important quand même de connaître ce chapitre pour le reste des années, et il me semble que normalement en terminale, si tu gardes la spécialité SVT, vous allez revoir un petit peu encore des choses sur ces notions-là. Du coup, pour commencer, est-ce que tu sais de quoi elle est composée la Terre? La Terre, du coup, qu'on met avec un T majuscule, il faut bien que tu saches la différence entre Terre quand on met un petit T et Terre quand on met un grand T. Quand tu mets un grand T, tu vas parler de la Terre, le globe terrestre, on va dire, la Terre en elle-même, quand tu vas parler de la Lune ou du Soleil et des choses comme ça. Alors que quand tu vas parler de la Terre en mettant un petit T, tu vas parler de la Terre que tu trouves dans le jardin. Donc, il faut bien, surtout que tu fasses attention à ça, parce que, bon, je sais pas comment est pointillé votre prof ou pas, mais si tu parles de la Terre en mettant un petit T et que tu parles des couches qui composent la Terre et que tu parles pas de la bonne Terre, ça peut être compliqué. Donc il faut bien faire attention à bien mettre le T majuscule. D'accord? Ok. Ok. Du coup, est-ce que tu peux me dire à quoi te fait penser, enfin, quelles sont les compositions de la Terre? Est-ce que tu as retenu un petit peu des choses sur le cours que vous avez fait en classe? Oui, c'était composé, bah, je crois, de euh, je sais plus c'était quoi, mais ça avait une propriété physique et chimique. Ouais. Tu te souviens pas du nom des... Est-ce que tu sais combien il y a de couches déjà? Combien il y a quand la Terre, elle est composée de plusieurs couches. Est-ce que tu sais combien il y a de couches et quelles sont ces couches? Euh, Océanique et continentale. Ouais, alors ça, c'est les plaques, c'est pas les couches, mais on va voir la différence après. Effectivement, il y a deux plaques. Il y a des plaques océaniques et les plaques, comment tu m'as dit, continentales. Donc, tu vois, tu vois bien mon partage d'écran? Oui. Ok. Donc, tu vois sur mon schéma ici, attends, je vais prendre le stylo pour que ça soit un peu plus clair. Tu as ici, en orange, tout ce qui va être la plaque continentale. Tout ça, c'est la plaque continentale. Et ici, tu as la plaque océanique. En fait, la plaque continentale, c'est tout ce qui va se trouver au-dessus de la Terre. Et la plaque océanique, c'est tout ce qui se trouvera en dessous de la Terre. Mais on va y revenir dans le cours. Après, la composition de la Terre en elle-même, au niveau, donc tu as les plaques, on a dit, mais il y a aussi les couches. Il y a trois grandes couches qui composent la Terre. Tu as la croûte, le manteau et le noyau. Est-ce que tu sais positionner ça si je te demande de me dire lequel est le plus superficiel et lequel est le plus profond? Est-ce que tu saurais me dire? Hmm, je pense pas. Tu penses pas? Alors, imaginons ça, c'est ta Terre. Au milieu, tu as le noyau. Oui.
Un peu comme quand on parlait sur des autres choses où tu avais l'ADN, dans l'ADN, tu as le noyau et tout ça. Le noyau, il est toujours au milieu. C'est comme dans les cerises. On va prendre l'exemple d'une cerise. Tu vois, ça, c'est bien, ça parle bien. Tu as ta cerise, on va dire ta cerise, c'est ton globe terrestre, c'est la Terre. Au milieu, tu as un noyau. Donc le noyau, ça va être le centre de la Terre. Donc ça, c'est ton noyau. Autour de ce noyau, ce qui va protéger ta cerise ou ta terre, c'est la croûte. Donc, à l'extérieur, là, tu vas avoir la croûte. OK? C'est comme quand, bah, on va prendre l'exemple, on garde l'exemple de la cerise, mais des fois, tu as des cerises, elles sont un peu abîmées sur les côtés. Oui, Bah, c'est comme si c'était une protection en fait. C'est un film protecteur qui s'est mis là pour protéger que la cerise, elle pourrisse pas, entre guillemets, même si potentiellement elle peut pourrir ou elle peut être abîmée plus que ça. On va dire que c'est ça, la protection, c'est la croûte. C'est comme quand tu tombes, tu te fais une blessure, tu as une croûte qui apparaît sur la peau. Bah, la croûte, c'est la couche superficielle, c'est ce qui va te protéger des autres, enfin, de tout autre problème. Et donc la terre, c'est pareil. Tu as la terre, tu as la croûte qui va protéger en couche superficielle, et ça, elle est rigide et elle est très solide. Donc, c'est un peu compliqué on va dire, de la casser, mais c'est faisable. Mais il faut juste que tu comprennes qu'elle est solide, rigide et que c'est la couche la plus superficielle. Et donc, ce qui entoure le noyau, mais ce qui est en dessous la croûte, c'est le manteau. Donc, pareil, tu gardes, si tu veux, avec les moyens mémotechniques, tu sais que sur le corps humain, quand tu te blesses, c'est superficiel, tu as une croûte. Mais après, tu peux te dire que aussi pour protéger ton noyau, qui peut être chez les humains, on peut dire que le noyau, tu vois, le centre du corps humain, c'est soit le cerveau, soit le cœur. C'est les organes qui ont le besoin d'être le mieux protégés. Tu mets un manteau pour dire que tu vas pas attraper froid, que tu vas pas, que pour protéger et garder ta chaleur. C'est des exemples, tu vois, c'est juste des moyens mémotechniques. Hein. Écris pas ça le jour de l'examen en disant que tu mets un manteau pour protéger ton cœur, c'est juste un moyen mémotechnique. ok, Donc, ici, tout ça, c'est le manteau. OK? ok. Est-ce que tu comprends déjà un petit peu mieux les trois couches, à quoi elles servent et comment du coup elles sont positionnées? Oui, Ok. Donc, comme je l'ai dit juste avant, donc la croûte, c'est une couche qui est superficielle par rapport à la terre. Elle est solide, elle est rigide. Et cette couche, enfin cette croûte, pardon, donc cette couche-là de la terre, c'est elle qui est composée de la croûte continentale, qu'on appelle aussi plaque continentale, ou de la plaque océanique. Et donc, c'est là où tu as les deux différences entre la plaque continentale et la plaque océanique, c'est que les deux, elles ont une épaisseur qui est différente. C'est-à-dire que la croûte continentale, est-ce qu'elle est plus épaisse ou plus fine que la croûte océanique? Est-ce que tu le sais, ça? Il me semble que vous l'aviez écrit dans votre cours. bah elle est elle est plus grande, je crois, Ouais, la croûte continentale est beaucoup plus épaisse que que la le. croûte océanique. Et la croûte continentale, elle est composée de roches et de granit. Tu sais ce que c'est des granites? euh, Ah oui, on en avait parlé aussi. Ok. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu vas sur... enfin, moi, j'ai jamais été sur un volcan, mais tu as déjà vu à quoi ressemblaient des volcans Oui, en photo ou peu importe. Bah, tu vois, oui, c'est... c'est la lave quand elle sèche. Ouais, c'est de la lave un peu séchée, mais on va dire que tout ce qui va être du granit, ça va être un peu ça, c'est des cailloux un peu cassés, enfin, c'est de la roche, quoi. Ok, il faut que tu te dises que la croûte continentale, c'est de la roche. Ensuite, tu as la croûte océanique, que je te dis aussi plaque océanique, tu peux les appeler comme tu veux. Elle, c'est une épaisseur qui est beaucoup plus fine que la croûte continentale, et elle va être composée de basalte et de cabot. Et ça, c'est pareil, c'est des minéraux beaucoup plus fragiles. Et donc, la croûte océanique, on va en parler juste après aussi, mais elle est positionnée en profondeur, elle est positionnée sous la mer en général. OK? Ok, ok. Je pense qu'il faut que tu retiennes les épaisseurs des couches, parce que j'ai vu que dans ton cours, c'était noté à plusieurs endroits. Donc, il faut que tu retiennes bien que la croûte continentale, son épaisseur, c'est entre 30 et 70 kilomètres, et la croûte océanique, entre 6 et 10. OK? Ok. Est-ce que tu as des questions sur la croûte? Non, c'est bon. C'est bon? OK. Donc le manteau, redis-moi où est-ce qu'il est positionné par rapport au noyau? Est-ce que tu sais? Bah, autour du noyau, Autour du noyau et par rapport à la croûte, à l'intérieur. à l'intérieur. OK, en dessous. Donc,
tu vois, je l'ai marqué, il est situé donc dessous la croûte terrestre, donc jusqu'à environ 2900 km de profondeur. Ça, je crois que c'est une info que je t'ai donnée en plus, je ne l'ai pas vu dans ton cours, mais c'est pour t'expliquer que tu as l'épaisseur de ta croûte, et puis vraiment en dessous de ta croûte, tu vas avoir ton manteau. Ok. Ça, c'est composé de péritonite. C'est un peu comme des roches, mais comment expliquer? Euh, c'est moins, c'est moins solide que la croûte enfin, que le composé de la croûte, mais c'est quand même plus solide que le composé qui va être dans certaines plaques océaniques, par exemple. Mm. OK? Oui, J'essaie de chercher une photo sur Internet où tu regarderas, toi, la photo de ce que c'est que le péritodite pour que tu puisses voir. Mais c'est des minéraux, OK? ok. Ensuite, donc ça, on te dit qu'il est composé lui aussi en deux parties. Tu as le manteau supérieur et le manteau inférieur. Donc le manteau supérieur, c'est celui qui va être déformable et qui est donc partiellement fondu. C'est-à-dire que, est-ce que tu comprends quand on dit partiellement fondu? Est-ce que tu comprends avec quoi il est partiellement fondu, le manteau supérieur? Hmm, non. Avec Non? Avec le, quoi? le, la chaleur qui est... tu vois, en fait, non. Non. Le manteau supérieur, comme tu as pu le voir sur le petit schéma qu'on a fait ici, tu as la croûte et juste en dessous de la croûte, tu as le manteau. Ben, en fait, le manteau, il est partiellement lié avec une partie de la croûte qui va être au-dessus. Oui, OK? oui, Et donc ensuite, tu as ton manteau inférieur, donc qui va être lui au plus proche du noyau. Et lui, on dit qu'il est rigide et solide. Donc il y a moins de particules ou moins de choses qui peuvent le traverser. OK? ok. Est-ce que par rapport au manteau, tu as des questions? Non. Bah, il y a intérieur et extérieur. Ouais. Extérieur. Ou... En fait, c'est un peu comme, tu vois, la croûte. On a dit que la croûte, il y avait t'as deux plaques. Tu as la plaque continentale ou la plaque océanique. Le manteau, c'est pareil. Tu as un manteau supérieur ou un manteau inférieur. Pour chaque élément, enfin chaque couche de la Terre, tu as des sous-couches, on va dire. Des sous-plaques ou enfin, des sous-éléments. OK? Ok. Pour ce qui est du noyau, donc le noyau, pareil, on a dit tout à l'heure, c'est ce qui est au centre de la Terre. Et donc lui, il est aussi divisé en deux sous-types. Donc tu as le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe, lui, en général, il est composé de liquide. Et dans ce liquide, qu'est-ce que tu vas avoir principalement? Du fer et du nickel. Est-ce que tu sais ce que c'est que le fer et le nickel? Non. C'est des éléments chimiques. Tu as déjà vu en chimie, vous avez le tableau périodique avec tous les éléments? Oui. Bah, c'est ça, en fait. Le fer et le nickel, c'est des éléments du tableau périodique, donc c'est des éléments chimiques. Et Ok. eux, ils vont être responsables du champ magnétique terrestre. Est-ce que tu sais ce que c'est le champ magnétique terrestre? Bah, c'est la force qui tire, bah, qui nous permet de garder de rester au sol. Ouais. Donc, c'est ces éléments-là, ces éléments-là, pardon, parfait, qui permettent ce genre de choses. Donc, enfin, grâce, pardon, au noyau externe. À l'inverse, tu as le noyau interne. Lui, il est considéré comme étant la graine de la Terre. Donc, c'est ce qui est vraiment le centre du centre, tu vois. C'est comme si dans ton noyau de cerise, donc tu as ton noyau qui est quand même déjà conséquent dans ta cerise, mais au milieu de ça, tu as encore un petit noyau tout petit, 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 qui est euh, le grand maître, on va dire, de ce qui se passe autour de la cerise. Et donc, lui, il est solide et il est composé de fer cristallisé. Donc, pareil, c'est de l'élément chimique, mais les éléments chimiques, souvent, tu les as sous forme gazeux ou liquide, pas trop solide, tu vois. Sauf que là, on te dit qu'on a du fer cristallisé. Donc, c'est du fer sous forme solide, en petits cristaux, comme si tu avais du fer en forme de sucre. D'accord? Ok. Et donc, sa densité, elle est très élevée. Ça veut dire qu'il est très fort. Comment expliquer ça mieux? Euh, tu n'es pas forcé d'en avoir beaucoup, d'avoir une grande quantité de fer pour que son pouvoir, on va dire, il soit très élevé. Ok. OK? Est-ce que tu as bien compris tout ça? Oui. T'es sûr? Est-ce que tu as des questions? Non. OK.
Donc là, on va parler un petit peu plus de ce qui est des croûtes terrestres. Donc les croûtes, tu te souviens où est-ce qu'elle est la croûte? Oui, Elle est où? elle est bah, autour. Ok, Oh, très bien. Donc ces croûtes-là, elles sont, donc on l'a dit, il y a un milieu ou une plaque continentale. Et sur ton cours, vous avez écrit que son altitude moyenne, elle était à environ plus 40 mètres. Donc c'est là où je te disais tout à l'heure, par rapport à ce schéma-là, enfin ce dessin-là, tu vois bien que plus 40 mètres, ça signifie que ta croûte continentale, elle est au-dessus du niveau de la mer. D'accord? oui. Alors que quand tu prends ta plaque océanique, elle est située à moins 3800 mètres, donc au-dessus, en dessous, pardon, du niveau de la mer. Est-ce que sur mon dessin, là, tu vois où est la mer? Et du coup, où sont les 840 mètres et où est ma couche océanique, ma croûte océanique? Oui, elle est en violet, la croûte océanique. Et juste en dessous, bah, on a la surface océanique. Ouais, donc là, nous, on se préoccupe pas trop de ça, mais je veux juste que tu voies bien que donc ici, tu as ta croûte océanique. Ta croûte océanique, elle est à moins 3800 mètres à partir du niveau de la mer. Donc, à partir du dessus de la surface. Quand tu as ton verre d'eau, tu comptes pas 3800 mètres à partir du fond de ton verre, tu comptes à partir du dessus du verre, donc à partir de la surface. D'accord? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, cette partie-là? Ouais. Quand tu as ta croûte océanique et qu'on dit qu'elle est à moins 3800 mètres, Oui. on compte moins 3800 mètres à partir de quel niveau? Celui-ci ou celui-ci? Celui du bas? Celui du bas, ok. Et donc, à pas confondre avec le fait que tu vois, quand tu as... J'ai pris l'exemple du verre d'eau, c'est peut-être un peu nul, mais quand tu as, ton eau, tu as la mer, à pas confondre avec le fait que quand on parle de la croûte continentale, on parle au-dessus de la mer. Ça veut dire que ta croûte continentale, elle commence ici. C'est de ici à ici que tu as plus 840 mètres. OK? Ok. Pour ce qui est de la croûte continentale. Alors que quand tu vas parler de la croûte océanique, tu comptes à partir de ce niveau-là, du niveau sous la mer. OK? Ok. C'est-à-dire que quand tu vas à la plage, tu as déjà été à la plage? Oui. Oui. Tu vas dans la mer. Tu marches en dessous de toi, tu es d'accord? Enfin, quand tu marches dans la mer, tes jambes, elles sont dans l'eau et en dessous de toi, tu as le sable. Oui. Ben, en fait, tu comptes cette croûte continentale-là, océanique, pardon, cette croûte océanique, tu la comptes à partir du moment où tu es sur le sable. Du sable jusqu'au manteau, combien est-ce qu'il y a de mètres? Hum, Est-ce Moi, que, 3008. est-ce que tu comprends un peu mieux? Oui. Sûr? Oui. Ok. Donc vraiment, juste faire attention, bien, croûte océanique, tu la comptes à partir du niveau sous la mer, alors que le milieu continental, tu le comptes à partir du niveau au-dessus de la mer. De toute façon, je l'ai bien écrit ici. Tu comptes au-dessus et sous. Oui. Ok, Oui, c'est bon. ça marche. Très bien. Ensuite, vous aviez parlé donc qu'il y a une différence que tu peux remarquer entre du coup le niveau de la croûte continentale et le niveau de la croûte océanique, qui va donc marquer, enfin qui est marqué par les latitudes. Les latitudes, enfin les altitudes et tout ça, est-ce que tu vois ce que c'est? Oui, les altitudes, bah, c'est la hauteur. C'est la hauteur, ok. Donc, cette différence, elle est marquée entre la croûte océanique et la croûte continentale, tu es d'accord avec moi? Parce que tu en as un qui va avoir un pic qui va descendre à 3000, à moins 3800, et tu as un autre qui a un pic qui va monter à plus 40 mètres. Tu es d'accord avec moi? Plus 40 mètres? 840, Ah, bah oui, c'est bon. pardon. Donc, tu as ces deux pics-là qui sont complètement opposés. Tu en as un qui est super haut et un qui est vraiment très bas. Ok? Oui. Et donc, cette différence-là entre les deux altitudes, on appelle ça une distribution bimodale. OK? Ok. Le terme bimodal, est-ce que tu le comprends? Non.
Mais je vois ce que c'est, je connais pas la définition du coup. Le terme bimodal, enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail exact parce que si tu veux vraiment la définition, elle est un peu plus complexe, mais il faut juste que tu retiennes que bimodal, c'est juste pour exprimer que tu as deux pics complètement distincts. Imagine que si tu as un graphique ou enfin, quelque chose où tu as des pics qui font comme ça. C'est-à-dire que tu as un pic là, tu as un pic là, tu as un pic là, là, ici, 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 et on va dire ici. Ils sont quand même plus ou moins au même niveau. Oui, OK? Alors que là, nous, on a un pic qui, imaginons, va faire comme ça. OK? oui, Tu es d'accord avec moi que, bon, ce pic-là et ce pic-là, on va dire qu'ils sont pareils, que ça, c'est le niveau de la mer. Imaginons. Alors que ce pic-là et ce pic-là, ils sont complètement opposés. Et donc, c'est ça qu'on appelle des pics bimodales parce que tu en as un qui va être à plus 840, alors que lui, il va être à moins plus, 3800. oui, T'as compris ou pas? oui, D'accord. Donc, c'est juste bien comprendre ça. Que c'est juste le fait que tu aies deux pics qui sont complètement distincts à des altitudes complètement différentes. OK? ok, Tu vois, après, j'ai marqué, il existe deux grands pôles d'altitude. Donc, l'un qui est positif pour ce qui va être les continents et l'autre pour ce qui est des océans, il va être négatif. Est-ce que tu comprends cette phrase? et, Oui? Sûr? oui, bah, parce que pour les océans, bah, il est en dessous de l'eau, et l'autre, bah, il va être au-dessus. Exact. En fait, il faut toujours que tu te places sur un... Tu te mets une ligne, on va dire, ta ligne qui va être l'équivalent de la ligne zéro, ou comme on peut parler, tu vois, l'équateur. Sur l'équateur, on dit qu'on est à la latitude zéro. Et plus tu montes, plus tu as une latitude élevée, et plus tu descends, plus tu as une latitude, mais en négatif, il me semble. Je Oui, ne veux pas m'avancer trop, mais sur ces latitudes-là, c'est comme si du coup tu prends ton équateur et tu sais que en haut c'est positif, en dessous c'est négatif. Là, tu te dis que ton équateur, imaginons, c'est soit la surface de la Terre, soit la couche inférieure, enfin, soit le dessous de la mer. OK? Le dessus ou le dessous de la mer. Tu peux prendre ça comme exemple. OK? oui, c'est bon. C'est bon? Ça marche. Ensuite, moi, je t'en parle juste rapidement. Je crois que vous n'en avez pas trop parlé dans votre cours encore, mais je pense que vous allez sûrement le voir, mais on reste pas trop dessus. Au pire, tu reviendras sur ces quelques lignes. Il y a une méthode pour étudier la structure interne de la Terre. Tu as des études sismiques. Est-ce que tu sais ce que c'est une étude sismique? Ça te parle ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, en fait, c'est Tu sais ce que c'est les séismes ou les choses comme ça? Oui, Donc les séismes, en fait, c'est quand tu as deux plaques équatoriales qui bougent et donc du coup, ça provoque des tremblements sur ces pays-là, enfin sur ces plaques-là, parce qu'elles bougent, elles se déplacent. OK? oui, Donc, pour étudier si les plaques, elles bougent ou pas, si potentiellement il va y avoir un séisme ou non, on utilise l'analyse des ondes P qu'on appelle primaire et S qu'on appelle secondaire. Et donc, c'est elles qui vont gérer l'étude des séismes et qui vont permettre de savoir si la magnitude du séisme sera élevée ou pas. OK? ok, Donc, tu vois, après, je te l'ai écrit, l'onde P, elle se propage dans les milieux solides et liquides, et l'onde S, elle se propage dans les milieux uniquement solides et qui pouvant provenir de l'humidité enfin, de la liquidité d'un noyau externe. Mais si vous n'en avez pas trop parlé, je veux pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Je pense que vous allez le faire plus tard, mais au pire, on reviendra dessus. OK? ok, Et après, tu as aussi des données de géophysique. Bon, ça, c'est pareil, c'est encore autre chose, mais ça permet aussi d'étudier la structure de la Terre. Donc, tu vois, la gravimétrie, le magnétisme et l'analyse de la chaleur terrestre. C'est un peu, on va dire, les géologues, mais pas vraiment leur métier, mais c'est un petit peu ces données-là par ces personnes-là. OK? Ça va, je t'ai pas trop perdu? non, ça va. OK. Bon. On reviendra sûrement dessus plus tard. Là, on laisse. C'était juste, je voulais juste en discuter un petit peu. Du coup, après, vous avez parlé donc de ce qui est les roches et les roches mince, à la surface de la Terre. Est-ce que tu as retenu un petit peu qu'est-ce qu'une roche?
Est-ce qu'il y a plusieurs caractéristiques de cette roche? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et, en fait, je me rappelle plus trop les caractères. C'est pas, on va revoir. Donc, il faut que tu saches que la roche, donc, on l'a dit tout à l'heure, la roche, ça fait partie de la croûte terrestre. C'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est le plus rigide, c'est ça la roche. Elle va être composée de trois grandes catégories. Est-ce que tu te souviens du nom de ces catégories ou pas? Non. Donc, la première, c'est magmatique, sédimentaire et métamorphosique. Métamorphique. Ouais, métamorphique, je crois. Qu'est-ce que Oui. j'ai dit? Oui, métamorphique. Donc, tu as ces trois grandes catégories et elles sont classées, enfin, tes roches sont classées dans ces catégories-là en fonction soit de leur formation, soit de leurs caractéristiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'elles ont été formées? Est-ce qu'elles ont été formées pour être des roches volcaniques ou est-ce qu'elles ont été formées pour être des roches sédimentaires, etc. Quel va être leur rôle? Donc, quelles sont leurs caractéristiques? OK? On va d'abord parler donc des roches magmatiques. Donc ces roches magmatiques, elles vont provenir du refroidissement et de la solidification du magma. Le magma, est-ce que tu sais ce que c'est? Oui. C'est quoi? Et en fait, c'est quand ça sort, quand ça coule du volcan et quand elle se solidifie. Ok, parfait. Donc c'est ça en fait. Ta roche magmatique, c'est la formation de la lave qui a refroidi en fait. D'accord? Ok. C'est la lave froide. Ça te fait des grosses roches qu'on appelle des roches magmatiques. Et donc, elles sont distinguées sous deux types. Tu as la roche volcanique, donc qui est formée à la surface, donc à la surface de la Terre, de la surface de ton volcan, on va dire par exemple. Et tu as la plutonique qui est formée en profondeur. Donc souvent, celle-là, pour aller la récupérer, il va falloir que tu creuses ou que quand tu es sur ton trou du volcan, tu ailles la chercher plus profond. Mais en général, si tu vas te promener sur un volcan, les roches que tu vas récupérer, les roches magmatiques, ça sera des roches volcaniques. D'accord? Donc, bien retenir ces deux types de roches magmatiques, volcaniques et plutoniques. D'accord? Oui, Ok. Tu as des questions par rapport à ces deux roches déjà ou pas? oui, c'est bon. Il n'y a pas de question. Ok. Ensuite, donc, j'ai repris le tableau que tu avais fait en cours, hein, j'ai un peu recopié. La structure de la roche volcanique, elle est donc microlithique, c'est-à-dire qu'elle est complètement cristallisée, enfin incomplètement cristallisée. Ça veut dire que, tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit que le fer qui était cristallisé dans... c'était quelle couche déjà? Euh, Tu vois, dans le noyau externe, on avait parlé de fer et de nickel euh, qui étaient cristallisés dans la couche interne. Tu te souviens ou pas? Oui. Où je t'ai dit, le fer, il est pas en forme, enfin, il est en forme de sucre à ce moment-là. Donc en fait, là, c'est un peu la même chose, mais à l'inverse. On te dit que dans la roche volcanique, ta structure, elle est incomplètement cristallisée. Ça veut dire que tu as des débris, mais tu as aussi des choses qui sont cristallisées, qui sont solides, mais pas que. Tu as beaucoup de poussière aussi, tu vois. Ok. OK? T'as pas de roches dites fossiles, et donc tu as des roches qui sont assez massives, c'est-à-dire qu'elles sont quand même importantes. Quand tu vas sur un volcan, tu vas pas trouver une roche qui fait la taille d'un pouce, tu vois, ça sera, ou d'une gomme, ça sera forcément une roche qui sera beaucoup plus imposante parce que la lave, quand elle sort du volcan, elle est en grande quantité, donc quand elle sèche sur des grandes distances et donc elle est solide et grosse. Si tu veux acheter un bout de roche volcanique, ça sera, comme je viens de dire, un bout de roche volcanique. Ça sera pas la roche entière parce que c'est trop gros. On peut pas tu peux pas transporter une roche entière. On te donne des morceaux. OK? Ok. Et donc, sa composition, c'est du basalte. Donc, pareil, c'est des composés chimiques. Enfin, c'est une explication de la roche, de quelle roche c'est. Tu pourras regarder une photo sur Internet si ça te parle un peu mieux. Ensuite, pour ce qui est donc de la plutonique, donc on a dit qu'elle était formée en profondeur. Sa structure, elle est holocristalline. Donc, c'est-à-dire que elle, pour le coup, c'est que du cristal. T'as pas un petit peu de poussière. Tu as vraiment un pacte très solide qui est entièrement cristallisé.
d'accord? Ok. Sa texture, on dit qu'elle est grenue, c'est-à-dire qu'on voit, c'est-à-dire que, comment on peut expliquer ça? Quand tu as tes cristaux qui vont être visibles à l'œil nu, c'est comme si quand tu passes ta main, tu sentais qu'il y a plein de petits grains. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Quand tu touches ta roche, imagine quand tu vois, quand tu vas à la plage et que tu as du sable sur les pieds ou sur les jambes, quand tu touches après tes jambes avec du sable, tu sens que tu as plein de petits cristaux sur ta peau. Tu as des Oui. cristaux de sable. Et ben en fait, quand tu es sur tes roches plutoniques, c'est la même chose. Quand tu vas toucher ta roche, elle ne sera pas lisse. Elle sera pas en poussière, elle sera pas douce, elle sera avec plein de petits cristaux qu'on peut d'ailleurs voir aussi à l'œil nu. Pareil, cette roche-là, elle n'a pas de fossiles et c'est aussi des roches qui sont très grosses, des roches massives. Et sa composition, c'est du granit qui est donc extraite de la couche continentale. OK? Est-ce que tu as des questions? Non. Donc maintenant, on va parler donc de l'autre grande catégorie de la roche. Donc on a parlé premièrement de la roche magmatique. Là, on va parler de la roche sédimentaire. La roche sédimentaire, c'est dû à l'altération du transport et du dépôt. Quand tu as une consolidation des métaux qui vont être issus d'une roche qui est déjà préexistante. C'est-à-dire, heu, comment te le dire bien? Tu as une roche, OK, et cette roche, elle est cassée pendant le transport ou pendant que tu la poses quelque part et donc on appelle ça une roche sédimentaire parce que déjà on n'a plus qu'un un bout de notre roche, mais elle peut être reconsolidée avec d'autres matériaux de roches qui existent déjà. Est-ce que tu comprends un peu ou c'est On la remplace par d'autres matériaux de roche qui existent déjà. C'est ouais, ça. à ce pas on la remplace pas. On la reconstruit, on la consolidé son on la comment dire? Hem, imagine, tu as envie de, je vais prendre la statue. C'est pas un bon exemple parce qu'une statue, en général, c'est pas du calcaire, d'accord? Mais imagine que tu as une statue qui est faite en roche sédimentaire. Ta statue, elle se casse pendant que tu la transportes ou pendant elle se casse ou elle s'abîme. Tu vas reconstruire, ta statue telle qu'elle est, en prenant des morceaux d'autres, matériaux, d'autres roches et pour reconstruire ta statue. OK? Oui. Tu comprends? Oui. Donc on appelle une roche sédimentaire une roche qui peut facilement se casser, mais qui principalement déjà elle est constituée de calcaire, d'accord? Et on répare, ces roches sédimentaires avec d'autres matériaux, issus d'autres roches. Oui. Est-ce que tu comprends un peu mieux? Oui. OK. Donc, pareil, j'ai marqué que les fossiles, ils sont présents, c'est-à-dire que tu peux trouver des morceaux de roches sédimentaires, des morceaux de calcaire, heu, considérés comme des fossiles sur ces roches-là. OK? Ok. Ensuite, donc tu as la dernière roche, qui est la roche métamorphique. Elle est formée, en profondeur de la terre et par la formation de métamorphismes. Donc ça, c'est des roches qui existent déjà, en fait. Est-ce que tu comprends un peu ou pareil, c'est un peu trop vague? Oui. En Oui. fait, dans ces roches-là, quand on dit que c'est des roches qui existent déjà, elles sont pas créées, par exemple, par un volcan ou pas créées par, le fait qu'il y avait une grosse roche qui se soit cassée. Elles sont créées par le fait que tu aies une pression et une température élevée. C'est comme si c'est un exemple qui est complètement différent, mais imagine, tu laisses un fruit chez toi au soleil, heu, pendant plusieurs semaines. Il va pourrir, en fait. OK? Oui. Bah, il pourrit parce que quoi? Parce qu'il est au soleil, parce qu'il est dans un bol qui peut peut-être le tenir au chaud, parce qu'il bouge pas et donc en fait, c'est ça, il est ton fruit, il devient métamorphosé par l'effet de l'environnement et donc là, c'est la même chose. Sur tes roches métamorphiques, c'est des roches qui vont être formées, enfin qui sont en profondeur de la terre et donc qui sont formées par le fait que tu as une pression entre, les couches les couches entre elles forment une pression et que cette pression, elle est avec une température élevée.
Donc, ça te crée des roches métamorphiques. Oui, OK? Du coup, ces roches-là, pareil, c'est pas des fossiles et c'est des roches qu'on dit feuilletées ou litées, c'est-à-dire qu'elles sont souvent assez fines. ok, OK? Est-ce que tu as des questions? ok. Non, c'est bon, il n'y a pas de question. C'est bon? OK. Ce que je te propose, alors j'ai trouvé des petits QCM sur Internet. Je les ai pas lus, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes. Sinon, on les regardera ensemble et je te reposerai d'autres questions. OK? Je te laisse commencer les petits QCM et comme ça, tu me dis et on en discute. Alors, ouais, l'épaisseur moyenne de la Si tu as croûte. besoin, tu me redis, je peux remonter un petit peu le cours. Normalement, les réponses, elles doivent être, elles sont dans le cours. Pour la 2 c'est le basalte, le gabbro, non? C'est la 3. Alors, attends, oui, mon C'est stylet. 3. Alors, tu m'as dit, la 2 c'est quoi? Basalte et gabbro. Ok, on ira regarder après, vas-y. Est-ce que la un, tu te souviens ou pas la un? Bah, c'est entre 30 et 70 km/h, je crois, mais je suis pas sûr. Alors, attention, c'est kilomètres, hein, pas Ah, kilomètres. kilomètres, ah oui. Ok. Ensuite, Quelle caractéristique distingue le nom? Euh, est-ce que tu te souviens? je crois que c'est. En fait, parce que je sais que de base, partiellement fondu et déformable, c'est pour l'intérieur. Ouais. Mais là, sauf que là, on nous demande pour l'extérieur. Et C'est sûr? oui, Regarde ici. supérieur, déformable et partiellement fondu. Ah, ok. Ok. Rappelle-toi bien, l'intérieur, dis-toi toujours que par exemple, si on prend le corps humain, tout ce qui va être au plus près donc du cerveau, du cœur, enfin des organes très importants, c'est tout ce qui sera toujours le plus solide. Tout ce qui est l'extérieur, c'est ce qui est le moins solide. Ok? C'est ce qui est le plus facilement déformable, c'est ce qui est le plus fin. Tout ce qui va être au plus proche des organes et des choses importantes, c'est solide parce que ça doit être protégé. Ok? Un petit moyen pour mémotechnique. Donc ici, la réponse, c'est laquelle? Partiellement fondu et déformable. Ok, très bien. La 4. Quel élément est responsable du champ magnétique terrestre? Je sais pas. C'est la croûte continentale. Ok. Euh, quelle méthode prouve la liquidité du noyau externe? Hmm, analyse des ondes S, je Attends, crois. pardon. À quelle question? Et la 5. Oui. Ok. Quelle roche sédimentaire contient souvent des fossiles? C'est le gneiss. Je pense que c'est ça? Oui, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas ça. On va regarder après. On les fait toutes. Je te dis, il y a une petite faute ici et une petite faute ici. On regardera dans le cours après. Ok. Donc, la 7. Quelle information est correcte concernant les ondes sismiques? Est-ce que tu sais? Je crois que c'est
Si tu sais pas trop celle-là, c'est pas grave, hein, Ah, on a La passé beaucoup de 3. temps dessus. La 3. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc la 8. Quelle est la principale composition chimique du noyau interne? C'est c'est le fer cristallisé. Non, attendez. Ouais, si, c'est ça. Ah, ok. Si tu veux, on retournera voir pourquoi. Ok. Et Est-ce qu'il la 9. est-ce qu'une distribution modale des altitudes terrestres latitude mène uniquement par la croûte terrestre de pics d'altitude pour les continents et les océans à partir des orages de densité. C'est deux pics d'altitude pour les continents et océans. Très bien. Et enfin, la dernière. Car la roche métamorphique résulte d'une transformation en profondeur. C'est c'est le calcaire. Non, euh, un petit peu plus dur cette question aussi. Je crois que j'ai pas trop parlé sur la profondeur de la couche. la péridotite. Hein, hein. Tu vas voir, on va les revoir dans le cours. Donc, tout le reste est bon. Relis la question 4 et après on va les regarder sur le cours. Tu vas me dire. Quel élément est responsable du champ magnétique terrestre? On avait dit que c'était le fer. Alors, maintenant tu retournes dans le cours. Où est-ce qu'on a parlé du champ magnétique? Tu te souviens ou pas? Oui, qu'on avait parlé du fer. Ok, donc le fer, c'est lié à quelle couche? Le fer, bah, c'est euh, un noyau externe. Ok, est-ce que t'es sûr que c'est noyau externe ou noyau interne? Externe. Donc, externe, ok. C'est quoi la différence entre le noyau externe et le noyau interne? Bah, le noyau externe, il est composé bah, principalement de fer et de nickel. Ouais. Et, euh, et il est liquide. Ouais, en fait, la grosse différence, c'est ça. C'est que le noyau externe, il va être liquide, alors que le noyau interne, il va être solide. Et dans ton noyau interne, tu as du fer qui est cristallisé, qui est solide, ok? Oui. Alors que dans ton noyau externe, ton fer, il est liquide, quoi. Donc, il n'est pas cristallisé, ok? Donc, là où on a parlé du fer qui était responsable de la magnitude terrestre, c'est quelle couche? Ah, vous avez dit, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Donc, la question était, enfin, je ne sais plus exactement la question, mais ça parle du champ magnétique terrestre. Quelle partie de la couche du noyau s'occupe de ça, du coup, est responsable de ça? Externe. Noyau, noyau quoi? Externe. Externe, oui, effectivement, il écrit la responsable du magnétisme terrestre. Donc, on revient sur notre exercice. Est-ce que là, on a la proposition noyau externe? Oui, la 4. La 4. Donc, réponse 4. OK? Ensuite, donc, la question 6, qui était quelle roche sédimentaire contient souvent les fossiles? Tu m'as dit la 3. Moi, je dis non, c'est pas ça. On va regarder dans le cours. Donc, retiens bien, on va chercher sur roche sédimentaire. La roche sédimentaire, on en a parlé quand on était ici. Mm. Du coup, est-ce que tu arrives à voir quelle est la roche de la roche sédimentaire? Le calcaire. Le calcaire. Très bien. Donc, le calcaire. Et enfin, donc la 8, ah non, il y avait la 10 aussi à revoir. La 8, donc, quelle est, pardon, la principale composition chimique du noyau interne? On l'a dit tout à l'heure, la différence entre noyau interne et noyau externe. On l'a redit juste avant. Externe, c'est. Ah non, interne, je crois, c'est qu'il est liquide et, et l'autre, il est solide. Ouais. Donc, parce que faire cristalliser, c'est lequel, faire cristalliser? Solide. C'est solide. Ouais.
Et donc, c'est quelle couche? C'est interne ou externe? Externe. Non, interne. Interne? Eh ben, alors, attends. Quelle est la principale composition chimique du nœud interne? Oui, donc à le faire cristalliser, mais en... Enfin, le faire cristalliser, mais tu as autre chose aussi. Ah, le nickel. Non. Le nickel, il est sur le noyau externe. Oui. Est-ce que Bah, tu vois lequel autre tu as? bah, il y a le externe et il y a le interne. Et l'externe, bah, il est solide. Non, il est liquide et il contient le nickel et le fer. Hmm. Interne, il est solide et il contient le fer cristallisé. Voilà, ok. Oui, bah si, en fait. Si, c'est bon. C'est moi qui t'ai dit des bêtises. Ok. En fait, j'hésitais avec basalte et Cabro. Mais basalte et Cabro, on est d'accord que c'était dans le début. C'est la croûte océanique. Voilà, c'est moi qui ai voulu te dire des bêtises. C'est bon, c'est correct. Oui. Ok. Et donc ça, c'est bon, ok. Et la dix, on a dit qu'on allait regarder parce que du coup, tu savais pas. Donc, quelle roche? On est sur la roche métamorphique. Métamorphique résulte d'une transformation en profondeur. Donc, on retourne sur la couche métamorphique qui est ici. Et de quelle roche on parle du coup? Le gneiss. Gneiss, exactement. Donc, est-ce que cette proposition-là, Oui, tu c'est la le gneiss. vois? Oui. Ok. Est-ce que tu as des questions sur le QCM? Non, tout est bon. C'est bon. Ok. Là, il y a un petit vrai ou faux. C'est un peu pareil que le QCM, mais juste tu me dis si c'est vrai ou pas. Et si c'est faux, je veux bien que tu essayes de justifier ta réponse. Ok. Vas-y. La croûte océanique est plus épaisse que la croûte continentale. Faux. C'est l'inverse. Pourquoi? Est-ce que tu peux me préciser et me dire, est-ce que tu te souviens d'une des valeurs de la taille? Moins, moins 8400 Ah, mètres, je crois. Et plus 8400 mètres. alors c'est correct, mais c'est pas ça que je veux comme réponse. Toi, tu m'as dit où est-ce qu'elles étaient localisées. Moi, là, on parle des épaisseurs. Les épaisseurs, c'est ça. Ah, ok. Donc, je t'ai dit, je pense que c'est important de le retenir parce que dans ton cours, vous l'avez écrit à plusieurs reprises, l'épaisseur des couches. Donc, tu dis bien juste que c'est faux parce que du coup, la croûte continentale, elle a une épaisseur de 30 à 70 km, alors que la croûte océanique, elle est comprise entre 6 et 10. OK? Top, très bien. Ensuite, la 2, donc le manteau supérieur est constitué de péridotite riche en olivine et pyrogène. Euh, Vrai? je crois que c'est vrai. OK, est-ce que tu arriveras à justifier ou pas? Non. Non. Donc, la réponse, elle est vraie. Et en fait, c'est parce que tu as ton manteau supérieur qui est composé principalement de péridotite. C'est le manteau supérieur qui est constitué de ça. OK? Donc, très bien. Ensuite, la 3. Les ondes S se propagent dans tous les milieux, y compris les liquides. Je crois que c'est faux. Ouais, Ils se propagent que dans les solides. c'est que dans les solides, effectivement. Très bien. Et la 4. Le noyau externe est solide et composé principalement de fer et de nickel. Ouais, vrai. T'es sûr? Non, c'est faux. Parce que il est liquide et composé principalement de fer et de nickel. Il est liquide. Exactement. De fer et de nickel. OK? Non, c'est des bêtises. Oui, faux. Tu as ton noyau externe. Qui euh, est liquide on reprend ici. Tu as ton noyau externe qui, lui, est liquide et qui est composé de fer et de nickel. Et tu as ton noyau interne qui, et lui, est solide et qui est composé de fer cristallisé.
avec une densité très élevée. Ouais. OK? Ok. Toc, toc, toc. La 5. Les roches sédimentaires, comme le calcaire, sont souvent stratifiées et contiennent des fossiles. Les roches sédimentaires, comme le calcaire, sont souvent stratifiées et contiennent des fossiles. Toi, je t'ai dit, ces roches sédimentaires-là, elles sont souvent très fines. Oui. Alors, est-ce que quand tu as une couche très fine, on dit que tu as une couche qui contient des strates? Euh, non. Je On va crois mettre dessus. Les couches sédimentaires. Hop, ici. elle résulte de l'altération de transport du dépôt puis de la consolidation des matériaux ainsi de roches préexistantes, structures supposées souvent de nature différente, fossiles fréquentes, traces d'organismes vivants, roches traditionnelles. Ah oui, OK. Donc, la réponse est quoi? euh, dans le calcaire sont vrai. Ouais, très bien. Et la dernière? Le noyau interne est solide et composé de fer cristallisé. Exact. Ouais. Exact. OK, parfait. On n'a plus après. OK. Est-ce que tu as des questions? Des choses que tu veux qu'on voit rapidement? Là, il nous reste quelques minutes. Non. Non? On Si. pourrait faire un petit bilan. Un petit bilan. Alors, essaie toi de me faire un petit bilan avec tes mots. Si tu veux, tu reprends un petit peu le cours. Essaie de me faire à l'oral un petit bilan qui me redit ces choses-là. Essaie de pas trop regarder le cours. Si tu veux, moi, je te pose des questions et toi, tu fais le bilan plutôt que d'essayer de me faire une phrase entière. Ok. OK. Donc, on a parlé de la composition de la Terre. La composition de la Terre, elle est constituée de combien de couches? Euh, 3. Trois. Quelles sont ces trois couches? Il y a tout d'abord la croûte qui entoure. Après, dans la croûte, on a le manteau. Alors, Et, attention, c'est pas dans la croûte, c'est en dessous. ah OK. ouais, la croûte, on a le manteau. Et en Ouais. le manteau, on a le noyau. OK. Et donc, en dessous de ton manteau, tu as dit, tu as le... Noyau. OK, très bien. Ensuite, la croûte, elle est composée de deux sous-types. Quels sont leurs noms, ces sous-types, dans la croûte? Euh, continental et océanique. OK. Laquelle est plus épaisse? Continental. Très bien. Ensuite, en ce qui concerne le manteau, on a dit qu'il y avait un manteau supérieur et inférieur. Lequel est déformable? Supérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas très solide et qu'il est fondu. OK. Le noyau, ils sont divisés en deux sous-types. Lesquels? Externe et interne. Externe, il est liquide et composé de fer et de nickel. OK. Euh, Interne, il est solide et composé de fer cristallisé. Très bien. Ensuite, on a parlé donc du milieu continental et du milieu océanique. On a dit que le milieu continental, il était en dessous ou au-dessus de la mer? Continental, Continental, ouais. Au-dessus ou en dessous? il est au-dessus. OK. À combien de mètres? 8400 mètres. 840. Pas 8400. Ouais. Non, pas 8000, 840. Ah, 840. OK. Et donc, au milieu océanique, il est à combien de mètres? Au-dessus ou en dessous? En dessous, moins 840. 3800. Ah, ok. Retiens bien ça. OK? Ok. Hop, et donc après, la roche magnétique, elle est formée de quoi? Dans la roche magnétique, bah, les magnétiques, bah, c'est
on va dire le magma quand quand il se solidifie. Il est composé de quoi? De la roche volcanique et plutonique. OK? Ah, ok, composé. Ok. Ouais, composé de quoi? Volcanique et plutonique. Et donc, la roche qui est dans les sédimentaires, la roche sédimentaire, c'est quoi comme roche? C'est C'est quoi l'exemple de roche qu'on a? bah, c'est celle qui, on va dire, quand on la transporte et tout, si Hmm. elle se casse, on peut la rajouter avec d'autres matériaux euh, qui se rapprochent, on va dire. Ok, c'est ça, mais je voulais que tu me dises, c'est du calcaire. Et je fais une dernière question, après on arrête ici, parce que j'ai un autre cours aussi après. La roche métamorphique, c'est Oui. quoi l'exemple de la roche? Parce qu'avant, on a dit que c'était le calcaire. Pour la roche métamorphique, c'est quoi? Euh, le gneiss, Ouais, ok, parfait. Est-ce que ça va pour toi, le cours? oui, ça va, faut juste que j'apprenne un peu plus par cœur. Ouais, faut que tu apprennes un peu plus par cœur. Après, là, c'est vraiment un résumé en essayant de mettre des couleurs et que ça soit un peu plus simple pour toi. Donc, n'hésite pas à revoir ça en plus aussi de ton cours à toi, parce que je me suis vraiment inspirée de ton cours pour pas qu'on s'égare trop. Donc, revise ce que tu préfères, ça ou ton cours à toi, mais apprends bien ce que je t'ai dit d'apprendre là, les noms des roches, c'est important, comment elles sont formées et les épaisseurs. Ok? Ok, Ça marche. Je t'envoie tout ça par WhatsApp dans l'après-midi ou dans la fin de matinée, d'accord? ok, pas trop. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci.